Alors, chers auditeurs, c'est l'interview du jour. Nous sommes avec un invité et pas des moindres. Il nous vient du ministère de l'impôt. C'est ça? Des impôts? Non, il n'y a pas. Il représente, on va dire, mais plutôt avec avec l'Alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts de la Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour madame, bonjour messieurs, je vais très très bien. En tout cas, les administrateurs des services financiers se promènent avec des dossiers, parce que là, oui. La mallette est... on a tous les documentations tous les dossiers du pays. Alors, Jonathan, la première question pour notre invité tout de suite. Oui, bonjour monsieur Dougrou, vous êtes administrateur des services financiers, également le secrétaire général du syndicat Alliance Nouvelle des agents de la Direction générale des impôts, ANA-DGI, créé le 21 mai 2022. De prime abord, quelles sont les motivations de la création de ce syndicat ? Alors, merci de me recevoir. Je veux saluer ici tous les agents des impôts qui sont à l'écoute, tous les agents des impôts qui traversent des situations sociales assez délicates. L'Alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts a été créée dans le but de défendre les droits des agents, aussi et surtout pour insister en fait sur le projet de profil de carrière qui date depuis 2008, qui n'a pas encore été appliqué, ça fait 16 ans. Ce qui fait que la Direction générale des impôts se trouve dans une situation assez délicate. Voici un peu, de façon générale, en fait, présenter les motivations de la création de l'ANA-DGI. En tout cas, moi, je suis un peu surpris, parce que justement, quand tu entends trésor impôt, tu te dis, ouais, les gars, ils roulent sur l'or là-bas, ça va. Et monsieur Dougou nous dit qu'il y a des problèmes. Quels sont justement les problèmes principaux rencontrés par les agents des impôts? Le problème principal, c'est celui que je viens de présenter. Le problème lié au profil de carrière. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a près d'une centaine d'agents des impôts qui sont à la maison, parmi lesquels on a des sous-directeurs, des chefs de service et des agents qui n'ont pas de poste et qui sont chez eux à la maison depuis 2021. Alors, depuis 2021, ah oui. Depuis 2022, justement, que vous avez porté sur les fonds baptismaux, donc l'Alliance nouvelle des agents de la Direction générale des impôts, quels sont les acquis que vous avez pu... Alors, le plus grand acquis, c'est qu'on a permis, en fait, à des personnes dont l'âge de retraite était arrivé, qui étaient toujours en fonction, de rentrer chez eux. Je veux dire, rentrer chez eux n'est pas une terminologie, je veux dire, élégante, mais c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le plus grand, en fait, défi réalisé par l'ANA-DGI. Alors, une vaste campagne nationale en vue de la promotion et la vulgarisation du nouveau statut général de la fonction publique a été adoptée et promulguée le 23 novembre 2023. Et puis, le 22 février dernier, au Palais de la Culture d'Abidjan, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne Désiré Ouleto, avait exhorté justement les organisations syndicales du secteur public à s'y impliquer effectivement au fin de la bonne tenue et du plein succès de cette campagne. Alors, vous, en tant que justement syndicat, ce message adressé à vous, est-ce que vous avez justement porté à bras-le-corps ce projet? Justement, comme toutes les structures syndicales du pays, comme tous les fonctionnaires du pays, on s'est senti concernés par le nouveau statut. Fallait le lire, fallait, je veux dire, se l'approprier, puis veiller en fait à ce qu'il soit appliqué pour l'ensemble des fonctionnaires. On y a travaillé, notre direction des ressources humaines a fait un travail en fait là-dessus. Donc, on a œuvré en fait dans... Et qu'est-ce que vous en pensez en général? Oui, c'est une très très bonne initiative. Okay. Ça va permettre de régler beaucoup de problèmes au niveau des fonctionnaires. Donc nous approuvons l'idée, nous sommes pleinement d'accord avec ce que Madame la ministre a entrepris et nous espérons en fait que ça va créer un mieux-être chez l'ensemble des fonctionnaires. Comme quoi le gouvernement vous écoute, si vous avez travaillé de concert justement sur ce projet. Oui, le gouvernement écoute attentivement, c'est gouverné, c'est tout à fait normal. Absolument. Voilà. C'est pour nous qu'il travaille, du coup on ne peut pas être gouvernant et puis ne pas être à l'écoute de ses agents, de ses peuples, de ses fonctionnaires. Okay. Voilà, mesdames, messieurs, il faut rappeler que nous sommes en compagnie de monsieur Michael Dougrou, administrateur des services financiers, secrétaire général de l'ANA-DGI, avec qui nous parlons justement de ces syndicats, de ces activités, mais également de l'actualité. On part en pub, on se retrouve juste derrière pour la suite de cette interview.
Voilà, il est bon de rappeler justement que nous sommes en compagnie de Monsieur Michael Dougrou, administrateur des services financiers, secrétaire général de l'ANADJ, avec qui nous parlons justement de l'actualité de ces syndicats et justement de l'actualité au niveau des impôts en général. D'entrée, le directeur général de la fonction publique était reçu sur un plateau de télé. Il avait traité de gravissimes les propos tenus par les syndicalistes, propos qu'il qualifie d'amalgame et d'affabulation. Il ne faudrait pas que les gens prennent, je pense que justement depuis sa tour d'ivoire, la ministre en charge de la fonction publique peut prendre des professeurs d'EPS et les balancer comme dans la mare des impôts sans même que les acteurs ne soient informés. Alors, monsieur Michael, que répondez-vous justement à cette allégation du directeur général de la fonction publique? Parce que c'est à vous qu'elle s'adresse. Hein? Justement, de prime abord, je veux dire, les principes de l'École nationale d'administration soutiennent avec teneur que ton aîné tue l'erreur. D'accord? Je veux dire, les propos du directeur général de la fonction publique ont une teneur, en fait, qui n'est pas tout à fait en phase avec la réalité. Il se passe à la direction générale des impôts qu'on a plus de 100 agents qui sont à la maison, payés à ne rien faire, parmi lesquels on a des sous-directeurs, on a des chefs de service, on a des agents. Et parmi ces sous-directeurs, là, il se trouve qu'il y a une même, à force de rester à la maison depuis 2021, elle est allée à la retraite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu exercer. Et dans le même temps, le Premier ministre de l'époque, Patrick Hachi, a adressé un courrier à Madame la ministre de la fonction publique le 11 juin 2020. Et dans ce courrier, il est précisé suspension des affectations massives des fonctionnaires dans certaines administrations. Alors, Madame, je vais vous laisser lire le dernier paragraphe. Alors, dans le dernier paragraphe, il est stipulé que les propositions d'affectation de fonctionnaires au sein de ces départements ministériels devront désormais être conformes au catalogue des mesures nouvelles et faire l'objet d'accords express des ministères concernés qui devront m'en informer. Donc ça, c'était les mots de l'ancien Premier ministre Patrick Hachi à l'époque, c'était en juin 2021. Mais comment est-ce que vous expliquez justement ce phénomène? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 conditions que le Premier ministre en fait met en avant pour que les fonctionnaires puissent intégrer la direction. La première condition, c'est le catalogue des mesures nouvelles. Alors, le catalogue des mesures nouvelles, c'est quoi? C'est un document qui retrace en fait les besoins de l'administration en matière de personnel. Et il se trouve que, au titre de l'exercice 2024, nous avons dans le secteur éducation-formation un besoin de 9 608 agents. Dans le secteur de la santé, 6 490. Et ainsi de suite. On a un total qui tourne autour de 27 606. Alors le Premier ministre Patrick Hachi demande de se référer à ce catalogue, d'avoir l'accord express des ministres concernés et de lui, je veux dire de lui en parler. Voici ce que ça veut dire. Donc, c'est 3 conditions cumulatives et non une seule. Il se trouve qu'il y a des secteurs qui ont des besoins. Et c'est dans ces secteurs-là, en fait, qu'on prend des personnes, qu'on envoie à la direction générale des impôts qui, elle, en fait, n'en a pas besoin. Notamment dans le secteur de l'enseignement où il y a 10 000 enseignants manquants. Justement. Donc, voici la problématique. Il se trouve que nous, on a plus de 100 personnes, 100 agents, 100 collègues, 100 aînés formés, en fait, au métier de la fiscalité, qui sont à la maison parce que les arrêtés et les décrets n'ont pas été signés depuis 2021. Et on trouve de la place, en fait, pour des personnes, tandis que nos aînés à la maison n'ont pas de place. Voici toute la problématique. C'est pour ça que nous disons non. Ça, c'est au niveau même social, au niveau humain, déjà. Et puis, au niveau juridique, en fait, c'est la correspondance du Premier ministre. C'est resté sans suite. Non, la correspondance du Premier ministre, en fait, n'a pas été remise en cause. Elle est là et elle a toute sa splendeur, toute sa ténacité, toute sa teneur pour faire valoir ce que de droit. Alors, l'ANADJ estime que dans ce genre de situation, quand on est une nation comme la Côte d'Ivoire, ce qu'il faut faire, c'est de s'en référer aux autorités judiciaires. Nous, on va faire un recours gracieux auprès du directeur général des impôts pour lui dire « Monsieur le directeur, voici la situation, voici comment on souhaite que ça se traite ». Il nous répond, on fait un recours hiérarchique auprès du ministre, et puis on fait un recours juridictionnel auprès du Conseil d'État. Et nous-mêmes, on souhaite, n'est-ce pas, que les parlementaires fassent une enquête parlementaire sur la question pour savoir véritablement qu'est-ce qui se passe au niveau de la fonction publique pour que les choses fonctionnent ici. Voici toute la problématique. Sinon, l'administration fiscale, en fait, est ouverte à toutes sortes de compétences qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. Et l'ANADJ a toujours estimé que les objectifs qui nous sont fixés sont en deçà de nos compétences. Cette année, on va aller chercher 4 000 milliards. Mais dans une bonne organisation de notre administration, on peut faire 5 000, 6 000 milliards. Ça va même faire régresser l'inflation, permettre à l'État d'avoir plus de moyens pour pouvoir faire face à certaines situations. Il y a des secteurs dans lesquels, par exemple, on n'a pas accès. Je veux dire, la fiscalité n'est pas intense. Prenez le secteur du transport.
On a près de 3 millions de véhicules, on a 17% de taux d'imposition. Le secteur de l'hôtellerie, tandis que le ministère de l'hôtellerie nous dit qu'ils ont 15 000, 17 000 hôtels, dans notre fichier, on se retrouve à 2 000, 3 000. Le secteur de la digitalisation en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas bien fiscalisé. Absolument. Pour nous, qu'est-ce qu'on pense qu'il faut faire? Vous voyez tous ces motos, tous ces vélos qui nous font des livraisons. On crée des structures dans lesquelles tout le monde est rattaché. Quand ils font des livraisons, ça nous permet de récupérer en fait les chiffres d'affaires des personnes en fait avec lesquelles ils travaillent. On met un système fiscal en place pendant 3-4 ans pour les former, pour les financer, ces petits travailleurs-là. À l'issue de cela, on a un fichier plus large sur lequel on peut agir pour pouvoir avoir plus de recettes et des futurs champions de l'économie. Donc, il ne faut pas créer d'amalgame où il n'y a pas. Vous savez, la stratégie utilisée, en fait, est la suivante, c'est diviser pour régner. On s'attaque aux leaders, on s'attaque à certains de ses propos, on lève le corps enseignant et puis on le met face, en fait, à la Direction générale des impôts. Notre cible, c'est pas les enseignants. Notre cible, c'est nos agents, nos collègues qui sont à la maison, qui sont payés à ne rien faire, tandis que s'ils apportent leur contribution au travail que nous faisons, on pourra faire plus. Cette année, par exemple, on fait 50 milliards de plus-value avec 200 personnes à la maison, 300 postes vacants. Imaginez si tout le monde était en place, ce qu'on pourrait produire. Voici en fait notre plaidoyer. Alors, Monsieur Michael, nous, on voudrait comprendre justement quelle est la raison principale justement qui explique que plus de 200 agents sont à la maison. Et justement, moi-même, j'ai bien envie de poser la question. Ce qui se passe, oui, sérieux. On fait des affectations. On fait des affectations, d'accord. On fait des mutations à la Direction générale des impôts. Il y a des personnes qui ne trouvent pas de poste, qui sont aussi à la maison. Il y a un collègue, il y a un membre de mon bureau qui était chef de service à Bangourou. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé agent. Sans sanction, sans rien. On est 4 dans ce cas. Et moi-même, je fais partie de ces personnes. Là, j'étais chef de service à l'intérieur. Il y a eu des mutations. Je suis arrivé dans un service en tant qu'agent. Je demande, non, calme-toi, on va trouver la solution. Donc, aujourd'hui, c'est un problème peut-être d'organisation. C'est pour ça que nous avons fait un TDR, que nous avons adressé à notre direction des ressources humaines pour dire, faut utiliser, en fait, un logiciel plus performant pour pouvoir éviter qu'il y ait ce genre de faille-là. Justement, à côté de ça, on a des collègues qui étaient chefs de centre des impôts, d'accord, sous-directeurs. Et puis, il y a des nominations qui devaient se faire. Donc, on leur a dit, faites les passations. Quand il y aura les nominations, c'est clair que vous aurez des postes. Ça fait 2021-2024, ça fait 4 ans aujourd'hui. Voici la situation. Il s'agit juste de signer des arrêtés et des décrets. Et nous en appelons aux autorités. Vraiment, en 2027, de 300 postes à responsabilité vacants, on sera à 1000 postes, parce que c'est 2 générations qui vont aller à la retraite. À partir de cet instant-là, il est souhaitable, aujourd'hui, de prendre la décision de signer les arrêtés et les décrets pour nommer à des postes. Nous avons 5 postes de directeurs régionaux qui sont vacants. Ça fait 4 ans. Imaginez le directeur régional de Gagnoa, de San Pedro, qui doit aller assurer l'intérim à Gagnoa. Mais regardez la distance. Et c'est plusieurs cas comme ça. Aujourd'hui, par exemple, il y a les receveurs principaux des impôts qui doivent être dans les différentes directions régionales. C'est 24 postes. Aujourd'hui, il y a un déficit. Donc, voici un peu la réalité. Justement, avec votre ministère de tutelle, vous avez certainement engagé des discussions. Qu'est-ce qu'il ressort justement des échanges avec vous? Nous, on est un syndicat de la Direction générale des impôts. On se réfère à notre directeur général, qui, aux dernières nouvelles, a adressé des courriers. Je veux dire, n'importe quel directeur, parce qu'il est astreint à des objectifs. Il y a des postes vacants. C'est clair qu'il va écrire à sa hiérarchie pour leur dire, voici la situation que je vis. Faites les nominations, il fait les propositions et tout. Mais s'il n'y a pas de proposition, vous savez, lui, il a l'obligation de faire. C'est-à-dire qu'on lui donne des instructions, il les exécute. Il ne peut que faire des propositions. Donc tout le monde a les yeux rivés vers la tutelle et vers la présidence pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis depuis 2021, on est parti d'une 50aine de postes. Aujourd'hui, on est à 100. Dans 3 ans, on sera à 1000 postes. Mais c'est juste des personnes, en fait. Il faut nommer des gens. Et ce qui fait rigoler, je vais vous donner un cas précis. Vous avez un monsieur qui a créé une direction aujourd'hui qu'on appelle la direction de la fiscalité locale, c'est-à-dire la fiscalité qui s'occupe des collectivités territoriales. Au départ, c'était une cellule. Il a eu l'idée de cette cellule. C'est devenu un service, donc il en a été le chef de service. C'est devenu une sous-direction, donc il en a été le sous-directeur. C'est passé une direction, ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on attend, on cherche la personne à nommer. Alors, si on vous comprend bien, vous estimez justement que vos 200 agents donc inactifs pourraient justement contribuer à l'atteinte des objectifs des impôts en Côte d'Ivoire. Mais il va sans dire qu'il y a la notion de mobilité professionnelle. Est-ce que c'est interdit pour un fonctionnaire d'un autre service de rejoindre les impôts? D'ailleurs, lors de l'émission, le représentant de la fonction publique disait que le syndicaliste en question est rentré à l'ENA avec au cycle moyen, il est rentré avec un diplôme de BTS en communication, il a fait la filière fiscalité, aujourd'hui il se retrouve aux impôts. Donc un professeur DPS qui n'a pas de formation donc peut justement se former pour travailler aux impôts. Pour lui, il n'y a pas de bas blesse. L'essence en fait de la formation de l'ENA, c'est la dialectique. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une idée, on peut avoir une idée opposée, et puis on arrive à trouver la
bonne formulation. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a des principes. On rentre à l'ENA à 3 niveaux. Le niveau bac plus 2 et le niveau bac plus 4. D'accord? Quand vous rentrez, vous êtes formé. À l'issue de la formation, vous faites un stage, vous soutenez et puis vous exercez. Donc, il y a tout un processus de formation. Et puis, la Direction générale des impôts est une administration technique où il faut connaître les rudiments pour pouvoir aller exercer. Alors, pour ça, pour intégrer cette administration, il faut avoir une formation précise. C'est cette formation-là que nous avons fait à l'École nationale d'administration. On n'est pas opposé à ce que quelqu'un vienne, mais il faut qu'il corresponde aux standards. Et le directeur général des impôts lui-même, le 11 mars 2024, a adressé un courrier au ministre pour dire attention, les affectations que vous faites venir, d'accord, ne correspondent pas à l'esprit et à la lettre du courrier du Premier ministre en date du 11 juin 2021. C'est clairement défini. Donc voici en fait un ensemble de préoccupations que nous avons. Nous avons des agents à la maison depuis bientôt 4 ans. On nous envoie du personnel. On n'est pas opposé en fait. Mais le truc, c'est que ceux qui sont là, il faut qu'ils arrivent à exercer leur métier. Personne n'aimerait se retrouver dans cette situation-là. Voici ce que nous décrions. Voici en fait l'étendue de la situation. Et le corps enseignant, nous voulons leur dire, le corps enseignant n'est pas notre cible. Chacun de nous ici est redevable d'un professeur, d'un enseignant, à enregistrer un maximum d'heures de formation pour qu'aujourd'hui, je puisse m'exprimer devant vous. Oui. Je voudrais aussi, saluer l'ensemble des titulaires de BTS qui ont été victimes en fait de propos et tout, qui ont intégré tous les instituts de prestige qui soient. Il y a plusieurs écoles à l'École nationale d'administration. Quand tu intègres l'école, tu fais des choix en fonction de ton rang. Entrer à l'École nationale d'administration avec un BTS et se retrouver en régie financière, je crois que c'est quelque chose d'assez particulier. Voilà qu'il faut saluer également. Il ne faut pas m'enlever ma casquette d'ENAC. Il faut me la mettre. Je l'ai acquise à César, ce qui est à César, et mettez la casquette d'ENAC à monsieur Michael Dougro. Alors, vous l'avez annoncé lors de votre conférence de presse, si rien n'est fait, vous allez porter justement ce problème devant le Conseil d'État. À cette heure-là, qu'est-ce qu'il en est justement dans les démarches que vous avez entreprises? Ok, au niveau, je veux dire, le service juridique et le service communication de l'ANADGI ont travaillé tout le week-end depuis près de 10 jours. Comme je vous le disais, la démarche est en 3 étapes. La première étape, c'est un recours gracieux auprès du directeur général. Je crois que ce soir à 14h, les courriers seront déposés. Après, on va observer le temps légal imparti, faire le recours hiérarchique pour arriver au Conseil d'État pour qu'un jour, en fait, on ait une décision Soro, Gamafol pour dire désormais, voici comment les choses vont marcher. Voilà. Alors, les 300 postes, ce sont 300 postes qui sont à pourvoir. Ce sont 300 postes de responsabilité. C'est-à-dire des postes de chef de service, de sous-directeur, de directeur qui sont à pourvoir à la Direction générale des impôts, et ce, depuis 2021. Alors, vous nous expliquez justement que ces 300 postes-là font peut-être 5 milliards de francs CFA. Des postes qui... 5 milliards même, c'est peu. C'est les directions régionales. Il y a 5 directions régionales sur lesquelles il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de responsable, en fait. C'est ce qui fait perdre cet argent-là. Je dis que si les 300 intègrent le système, on peut faire plus. Je dis que les objectifs qu'on nous assigne sont en deçà de nos performances. Et que si on réorganise notre système, on met l'ouvrier qu'il faut à la place qu'il faut, les choses iront bien. Je donne une situation. On a 7000 agents qui sont même inégalement repartis sur tout l'ensemble du territoire. Quand vous prenez Dabakala, c'est 1902 km². Vous avez 4 agents des impôts qui exercent à Dabakala, accompagnés de 2 agents de mairie. Bon, comment ils font pour fiscaliser toute la zone? C'est pareil à Niakara, c'est pareil à Mbayakro, c'est pareil à l'intérieur du pays. Pourtant, tout le monde est à Abidjan. La première des choses, c'est de repartir le personnel équitablement sur l'ensemble du territoire. Déjà, on va pouvoir avoir des poches qu'on n'a pas pu fiscaliser et puis engranger plus de recettes. À cela, ajouter en fait l'ensemble des propositions que j'ai eu à faire tout à l'heure qui nous permettront de gagner plus d'argent. Quand les Ivoiriens se plaignent que la vie est chère, que, le carburant et tout, mais c'est gérable. L'électricité, l'eau et tout. C'est gérable à partir de plus de recettes engrangées. Absolument. L'État subventionnera mieux et on paiera moins. Donc voici en fait la démarche dans laquelle nous sommes. Je le répète encore, notre cible, c'est pas les enseignants. On veut qu'on intègre nos collègues qui sont à la maison. On souhaite qu'on applique le profil de carrière de la Direction générale des impôts, adopté en 2008, revisé en 2018, en 2019 et en 2021. On souhaiterait même que ça soit même plus une décision, que ça soit un décret. Imaginez des agents des impôts dans des meilleures conditions de progression, de travail et tout. L'impact sur les recettes. Aujourd'hui, vous avez des agents, des aînés, qui ont fait 20 ans à la DGI, qui n'ont jamais été promus. Il y a d'autres, en fait, compte tenu de cette situation-là, qui ont abandonné le service des impôts, qui sont allés chercher mieux ailleurs. L'État ne peut pas mettre autant de moyens dans la formation de quelqu'un qui ne le lui rende pas. Donc, on demande à nos autorités compétentes, au ministre et par-delà au président de la République, de juste signer les décrets et les arrêter. Ensuite, de faire valider le profil de carrière par un décret.
pour que les agents des impôts se sentent mieux. Dans toutes les corporations, il y a des profils de carrière. Chez nous, ça doit pouvoir se faire. L'ouvrier qu'il faut doit être mis à la place qu'il faut pour produire le meilleur. Et lorsque ces postes-là donc sont vacants, comment est-ce que concrètement l'administration fonctionne? L'administration fonctionne par des intérims. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va se taper le boulot de 2 personnes. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, je crois que c'est justement pour combler ce déficit et ce problème que vous avez parlé de plan Marshall. Alors, le plan Marshall, c'est quoi? C'est un plan dans lequel on va apporter des moyens à la Direction générale des impôts pour qu'elle produise plus. C'est ce que notre directeur général a appelé l'autonomie financière de la Direction générale des impôts. C'est-à-dire qu'il faut nous mettre un ensemble de moyens. On va exprimer des besoins. Vous mettez ces moyens à disposition et vous nous jugez au résultat. Les grosses structures au monde, chaque année, restructurent leur système d'organisation pour atteindre un objectif précis. S'ils ont fixé 4 000 milliards cette année, vous allez voir qu'ils auront une organisation adaptée à 4 000 milliards. S'ils fixent 7 000 milliards, ils auront une organisation adaptée à 7 000 milliards et les moyens qui vont avec. Voici un peu ce que nous appelons le plan Marshall ou encore l'autonomie financière de la Direction générale des impôts. Voilà, la Direction générale des impôts passée au peigne fin avec justement Michael Dougou, administrateur des services financiers, secrétaire général de l'ANADJ. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité. On va faire justement une petite pause musicale et passer par la case publicité. On se retrouve juste derrière pour la suite de l'interview. Voilà, nous sommes toujours en compagnie de notre invité de ce jour avec qui nous parlons justement de la situation aux impôts. 4 000 milliards de recettes en ce moment et l'objectif pourrait être 7 000 milliards si justement les conditions sont réunies. Et les conditions pour le syndicat, c'est l'intégration ou la réintégration ou l'affectation de ces 200 agents. Pour y parvenir, quelles sont les voies et moyens que vous vous donnez justement pour atteindre cet objectif? Déjà, nous avons commencé cette action il y a plus d'1 an. On a fait des TDR, des documents qui expliquaient en fait le bien fondé de les intégrer. On a adressé un courrier à notre hiérarchie. Si nous sommes sortis, c'est parce qu'il n'y avait pas de solution. Et la solution, le directeur général des impôts l'a dit, il faut signer les arrêtés, il faut signer les décrets. Parce que c'est des postes qu'on ne peut occuper que par arrêté ministériel ou par décret présidentiel. Voici en fait la problématique. Vous êtes en face donc avec la Direction générale? Mais bien sûr, on veut que les collègues puissent être promus, on veut que les choses se déroulent bien. On est en phase avec notre direction générale. On n'est pas en phase avec elle sur tous les plans, c'est clair. Mais sur cette question-là, je pense qu'on s'entend en fait sur l'essentiel de la question. Et aujourd'hui, on totalise environ 7 000 agents des impôts. Est-ce que ce chiffre est suffisant? Oui, ce chiffre est suffisant pour pouvoir atteindre les objectifs. Il suffit qu'on soit équitablement répartis sur tout le territoire. Il ne faut pas concentrer tout le personnel au sud, à Abidjan et tout. Dans un service des impôts, c'est entre 15 et 21 personnes qui doivent pouvoir travailler. Pour que le service soit... Et dans des zones, on se retrouve avec 2-3 agents. Dans des zones, on se retrouve avec 2-3 agents, 4 agents et tout. Donc, il faut rééquilibrer les effectifs et puis permettre aux agents de travailler. Et quelles sont les conséquences directes, justement, de ces agents qui sont inactifs et du surplus d'agents concentrés dans un endroit? Je veux dire, c'est un impact direct, en fait, sur les résultats. C'est un impact direct aussi sur les performances de ceux qui sont là-bas. Si vous êtes en sous-effectif, vous êtes obligé de travailler 2-3 fois plus. Vous n'avez pas le choix parce que vous avez un objectif à atteindre. Ben voilà. Alors, parlons des questions de mobilité. Comme on l'a dit, c'est pas interdit, justement, que les fonctionnaires changent de poste, de service et tout ça. Mais si on veut pas de professeurs DPS aux impôts, quelles sont justement les conditions de mobilité, particulièrement donc dans le secteur des Non, la mobilité professionnelle en fait est une règle universelle. Un fonctionnaire peut changer d'administration, c'est une règle universelle, à condition que l'administration elle-même en fasse la demande. Je veux dire, il y a plusieurs critères. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que si vous voulez faire de la mobilité professionnelle, il faut venir du personnel et tout, il faut respecter les règles qui ont été établies. Et le Premier ministre, dans son courrier, a été très clair. Référence aux mesures nouvelles, au catalogue de mesures nouvelles, référence à l'autorisation express des ministres et du revenu. Il se trouve que dans le catalogue, là, il y a un souci, en fait, au niveau des déficits. Voilà. N'importe qui peut changer d'administration pourvu qu'il respecte les règles et que l'administration qui doit l'accueillir en exprime le besoin. Est-ce qu'on peut savoir un peu ces règles en question? Alors, la mobilité professionnelle consiste pour un fonctionnaire à changer d'emploi au cours de sa carrière, en fonction des besoins de l'administration, de la nécessité d'une reconversion professionnelle ou à sa demande après une formation professionnelle adaptée. Toutefois, le changement d'emploi dans son grade peut intervenir pour des raisons de santé, article 60 du décret susmentionné. Dans ce cas, le fonctionnaire doit alors produire un certificat délivré par le conseil de santé attestant qu'il est physiquement apte. Les conditions, la mobilité professionnelle se fait dans le même grade,
compter au moins 5 années de service effectif dans son emploi, avoir une formation professionnelle adaptée, présenter une demande écrite au ministre chargé de la fonction publique avec avis du ministre technique intéressé. Et ça fournir. Demande adressée au ministère de la fonction publique, curriculum vitae, avis favorable du ministère de la tutelle, arrêté de nomination ou décision d'attente, diplôme ou certificat de formation. Vous voyez qu'on insiste en fait après une formation professionnelle adaptée. Voilà. Alors, justement, parlant du point du recrutement, on l'a dit tout à l'heure, hein, les services des impôts se sont digitalisés, justement, pour permettre aux Ivoiriens d'avoir un contact facile avec cette administration. Et cette digitalisation-là, qu'est-ce que ça implique, justement? Alors, cette digitalisation implique beaucoup d'avantages. Vous pouvez payer vos impôts, je veux dire, partout où vous voulez. Je veux dire, l'administration est devenue plus dynamique. La recherche d'informations, parce qu'en fiscalité, en fait, pour contrôler une entreprise ou pour travailler sur une entreprise, il faut avoir l'information. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. C'est vrai que c'est pas l'Eldorado, je veux dire, mais on a beaucoup d'informations. Donc, la digitalisation nous a permis aujourd'hui d'être plus efficients, en fait, dans notre travail. Alors, le souci qu'on a avec notre digitalisation, c'est que notre débit de connexion est vraiment très bas. C'est-à-dire que vous arrivez des fois dans des services où, franchement, on ne peut pas travailler véritablement. Il y a eu une année ou une semaine où c'était vraiment difficile. Alors, aujourd'hui, il y a la connexion Internet satellitaire. La Côte d'Ivoire est un pays, je veux dire, excellent, un pays prospère et tout, qui peut s'approprier, en fait, ces services-là pour qu'on soit plus efficient. Aussi, on souhaiterait que dans les ambassades, par exemple, sur toute l'étendue de la surface de la Terre, là, on puisse avoir des représentations. C'est une doléance que nous avons faite à notre hiérarchie qui dit qu'elle travaille là-dessus. Parce que quand on travaille dans un pays, il faut pouvoir favoriser l'attractivité en fait de certaines personnes. Le premier critère, quand quelqu'un veut investir chez vous, c'est clair qu'il demande les conditions fiscales. Donc, il faut qu'il y ait des professionnels dans ces administrations-là pour... Alors, quand on parle de digitalisation, on sous-entend quelque part aussi suppression de postes, avancée, innovation. Donc, est-ce que cette digitalisation-là, quel est le revers de la médaille, justement? Est-ce que les mesures pour les fonctionnaires suivent? Voilà. Je veux dire, le revers de la médaille, c'est ce que vous avez expliqué. Mais quand on est dans une option de produire plus, quand un poste est supprimé, c'est clair qu'on peut se reconvertir pour une autre fonction. Et est-ce que c'est automatique? Est-ce que le système a été mis en place? À la direction générale des impôts, quand certains postes ont été supprimés, d'accord, il y a eu des formations qui ont été faites à certains agents pour les redéployer. Donc, le problème, en fait, ne se pose pas à ce niveau-là. C'est pour ça, en fait, que l'effectif que nous avons, justement, peut nous permettre de couvrir nos besoins, puisque nous sommes en phase de digitalisation. Voilà. Et le processus va aller encore plus croissant. Aujourd'hui, la digitalisation se fait au niveau de la direction des ressources humaines. Elle se fait au niveau même du travail lui-même. Nous, on a fait un TDR au directeur des ressources humaines pour lui dire de combiner les deux, les deux systèmes digitaux, de sorte à ce que l'impact en fait sur l'activité de l'agent se retrouve dans son système de gestion des ressources humaines. On leur a même proposé la meilleure entreprise au monde en matière de gestion des logiciels. Alors, je n'ai pas fait de publicité, donc il y a des noms qui sont passés. Revenons donc justement à notre préoccupation, justement le recrutement de personnes donc qui n'ont pas justement la formation requise pour travailler aux impôts. Alors à ce stade, quelles sont justement les prochaines actions que vous envisagez? On a entendu parler lors de votre conférence de presse d'une tournée nationale que vous envisagez. Quelles sont les prochaines actions que le syndicat compte mener justement? Les prochaines actions, il y en a à court, à moyen et à long terme. L'ANADG est un syndicat qui a bâti sa stratégie sur 25 ans. D'accord. Donc à court terme déjà, nous avons une tournée au niveau du district d'Abidjan et banlieue déjà qui vont se dérouler dans le mois d'avril. À l'issue de cette tournée, il y a des équipes qui vont aller en mission à l'intérieur. On va appeler une assemblée générale et puis on va se concerter pour voir la suite à donner. Ensuite, pour le long terme, parce que il y a un des problèmes en fait qui mine toutes les administrations fiscales au monde, notamment les administrations d'Afrique de l'Ouest, c'est la fraude fiscale. Le coût fiscal des interventions, déjà. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur un dossier, il peut y avoir des interventions qui viennent de partout. Ça réduit les impôts. Donc, on va aller en grande campagne de sensibilisation à partir de l'année prochaine dans toutes les administrations pour appeler au civisme fiscal tous les citoyens, pour dire que cet argent-là, s'il rentre, c'est pour le bien-être de nous tous. Donc, il est souhaitable, en fait, d'avoir un comportement décent vis-à-vis des impôts à payer. Donc, voici un peu les stratégies à court, moyen et long terme de l'Alliance Nouvelle des Agents de la Défense. En tout cas, comme on le voit, le syndicat est soucieux justement de l'amélioration justement des revenus des impôts qui, comme on l'a expliqué, va permettre à l'Ivoirien donc de vivre décemment ou de bénéficier des fruits
justement des recettes mieux redistribuées de l'État. Alors, Monsieur Michael Dougro, nous sommes presque au terme de notre entretien. Justement, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne justement de votre passage sur Life Radio? Alors, ce que je souhaiterais qu'on retienne, c'est que la Direction générale des impôts, l'Alliance Nouvelle, le syndicaliste que je suis, on n'a aucun problème avec le corps enseignant. La preuve, on leur est redevable de tout ce que nous faisons. Première des choses. Deuxième des choses, je voudrais que l'État de Côte d'Ivoire, à travers notre ministère, à travers la présidence, puisse signer les arrêtés et les décrets de sorte à ce que nos collègues puissent reprendre le service. Troisième fait, c'est les conditions dans lesquelles on travaille. Franchement, il y a des vidéos, si on les fait passer ici, vous allez vous demander si c'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des centres des impôts qui sont dans un état de déliquescence tellement avancé qu'on se demande en fait si c'est en Côte d'Ivoire. On souhaiterait que le plan Marshall duquel on parle, les moyens puissent être mis à la disposition de la Direction générale des impôts pour qu'on puisse produire le maximum dans de meilleures conditions. Pour le bien-être de tous les Ivoiriens. On dit, vous nous fixez 4 000 milliards. C'est comme vous envoyez une équipe, en compétition, et vous dites, marquez 4 buts. On dit, non, on veut marquer 7. Voilà. Alors, ici, je souhaiterais faire une petite image. Vous avez vu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Elle a été la plus belle compétition jamais organisée. Pour ma part, en fait, c'est un message du président de la République qui nous dit, moi, Alassane Ouattara, voici comment je travaille. Je souhaiterais que chaque Ivoirien, en fait, travaille comme ça. Et je veux que la Direction générale des impôts soit à l'image de cette compétition que nous avons organisée. Merci. Alors, un message à l'endroit, justement, des syndicalistes qui nous écoutent également. Est-ce qu'il y a de l'espoir, justement, pour vos collègues encore à la maison? Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir? Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit. Voilà, je crois que c'est sur cette note d'espoir qu'on va terminer notre entretien avec Monsieur Michael Dougro, administrateur des services financiers, secrétaire général de l'ANADJ, avec qui nous avons bien entendu parler des conditions de travail au niveau des impôts, mais également des objectifs et des actions que ce syndicat veut mener pour le bien-être des agents des impôts. Mesdames, Messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à passer ce temps d'antenne avec vous. Jonathan? Oui, ça a été. Tu n'as pas allé aux impôts, on dit que tu n'as pas le profil. Voilà. De journaliste à agent des impôts. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et on espère que de 2021 à 2024, toutes vos doléances seront entendues et que vous aurez gain de cause. Voilà, merci. C'est tout ce qu'on. Et on veut voir le service des impôts à plein régime. On veut voir ce que ça donne. Merci. Oui. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une excellente journée, Monsieur Michael Dougro, et on salue tous les agents des impôts qui nous écoutent en ce moment. On sait que les conditions ne sont pas forcément faciles, comme on vient de l'entendre, mais vous travaillez d'arrache-pied pour que la Côte d'Ivoire soit justement un pays émergent. En tout cas, félicitations à tous les agents des impôts, et puis on espère... Et du courage aussi. Voilà, le syndicat est en train de travailler pour vous. Comme on dit, l'État travaille pour vous, le syndicat travaille pour vous également. Mesdames, Messieurs, on se retrouve quant à nous demain pour un autre numéro du Cocorico. L'information, comme vous l'entendez, c'est dans la matinale d'information sur Life Radio 107.7. Il est 8h54 dans les studios de Life Radio, bien entendu. C'est la même heure partout en Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est ici que nous allons vous proposer encore une musique pour refermer la porte de cette émission. En tout cas, les impôts, là, c'est vraiment beaucoup de chiffres. Mais des chiffres utiles. Mais en tout cas, on a eu beaucoup d'informations sur les impôts. Merci encore une fois donc à Monsieur Michael Dougro et à tous les syndicalistes de l'ANADJ et à tous les agents des impôts en général. Et à demain à nos auditeurs. À demain, on vous propose Ameyati de Maté. Amoyati. Et le journal juste après.